Monsieur, s'il vous plaît, êtes-vous heureux? Me dis qu'est-ce que ça peut vous faire? Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour vos Chroniques Terriennes. Chroniques Terriennes, émission animée et réalisée par Eric Cols, tous les lundis sur Radio Pays d'Aurillac de 21h à 22h, en rediffusion les samedis de 20h à 21h. Retrouvez votre émission sur la chaîne YouTube Chroniques Terriennes. Un sujet vous passionne, vous souhaitez vous exprimer à la radio, rien de plus simple. Contactez-moi au 07 69 25 96 69 ou bien sur Instagram Chroniques Terriennes. Cette semaine, nous poursuivons la découverte d'entrepreneurs du Cantal. Emma Castel de Landestini nous présente Caroline Guinaud. Avec Henri Land, Fanny Agostini et Bruno Faure, nous revenons sur l'inauguration du tiers-lieu Landestini le 30 mars dernier. Enfin, Florent de l'Hostal d'Eltel nous parlera des festivités à venir de la Saint-Jean. Emma Castel, bonjour. Bonjour. En quelques mots, pourriez-vous vous présenter ? Alors, je suis Emma, je suis directrice entrepreneuriat et économie rurale dans l'association Landestini. Et depuis 3 ans, j'ai mis en place avec toute l'équipe Landestini le tiers-lieu et le programme d'incubation Landestini Cantal Auvergne, où vous pourrez nous retrouver au lycée agricole. Dans le cadre de ces incubations, vous avez rencontré notre prochaine invitée de cette émission des Chroniques Terriennes. Il s'agit de Caroline Guinaud. Pourriez-vous nous en dire quelques mots ? Alors Caroline, c'est une des entrepreneurs qui a participé à la 2e promotion d'incubation Landestini et qui nous avait contacté fin novembre 2021 pour rejoindre la promotion dès février 2022. Caroline, elle est arrivée avec une demande toute simple qui est « Je viens de m'installer dans le Cantal pour rejoindre mon amoureux et j'ai besoin de soutien pour développer l'entreprise dans laquelle je vais mettre en valeur mon expertise de consultante en RSE et notamment de mise en place de filières responsables, notamment dans la filière bovine, puisqu'elle travaillait à ce moment-là pour le syndicat de Interbev de la viande bovine et elle cherchait un accompagnement et tout un écosystème de personnes motivantes et qui l'aideraient à développer son entreprise. Caroline, en fait, n'a pas changé de secteur d'activité. Ce dont elle avait le plus besoin, finalement, c'était de créer un réseau local et de découvrir une clientèle locale. C'est dans ce sens que vous l'avez aidée. Oui, alors Caroline, on n'est pas les seuls à l'avoir aidée. D'ailleurs, Caroline fait aussi partie de la couveuse BGE et de la coopérative d'emploi et d'activité BGE. Donc, elle s'est entourée de tous les réseaux pertinents qui pouvaient l'aider. En fait, nous, on l'a particulièrement accompagnée, donc pas forcément dans son métier, mais dans la posture de chef d'entreprise, puisqu'elle était salariée quand elle a développé ses expertises en RSE. Et là, il s'agit à la fois dans le Cantal d'adapter une offre et une approche aux acteurs locaux, aux entreprises d'agroalimentaire cantaliennes et à la filière agricole cantalienne, et de se positionner non plus comme salariée représentante d'un syndicat, mais d'une vraie chef d'entreprise indépendante. Caroline faisait partie donc de la 2e promotion de Landestini. Une 3e promotion est à venir. On peut encore candidater. Expliquez-nous le fonctionnement. Si vous êtes motivé pour développer un projet, apporter du dynamisme économique au Cantal, que vous soyez cantalien ou pas, vous pouvez tout à fait candidater. Vous avez jusqu'au 8 juin, exactement à midi, pour nous proposer une candidature. Donc, il s'agit d'aller nous contacter via le site internet et de télécharger un dossier sur landestini.org. Et surtout, n'hésitez pas à nous contacter, Sacha ou moi, mon collègue Sacha, que vous avez entendu dans une émission précédente et que je vous invite à aller écouter, pour que l'on puisse vous aider à remplir ce dossier de candidature et présenter vos meilleurs arguments au jury. Oui, donc vous êtes là pour aider les futurs entrepreneurs. Qu'est-ce que vous pouvez leur apporter dans le cadre du dossier de candidature ?
Il est important pour nous qu'il n'y ait pas de frein à la candidature, peu importe qui on est, d'où on vient, notre âge, notre milieu social, notre niveau d'éducation. Ce que nous cherchons chez Landestini, ce sont des profils de personnes qui sont des futurs entrepreneurs ou qui sont déjà des entrepreneurs, qui soient motivés, et on vous accompagne à formuler vos idées et à avoir les dossiers les plus pertinents possibles pour montrer vos meilleurs atouts au jury. Alors ce jury, comment est-il constitué ? Alors c'est un jury d'environ 15 personnes qui est à la fois local et national. Donc on a des experts de l'entrepreneuriat qui nous viennent de Paris, donc qui viennent de fonds d'investissement, qui eux-mêmes ont déjà monté des entreprises, ou des experts en agronomie, en nutrition ou en alimentation durable. Et puis on a aussi tout un réseau local dans le jury, donc qui sont soit des chefs d'exploitation, soit des représentants du monde agricole, qui sont des représentants des chambres consulaires, ou même des entrepreneurs cantaliens. On propose également à nos anciens entrepreneurs Landestini qui ont participé au programme d'incubation d'être eux-mêmes membres du jury. Ça permet de boucler la boucle. Bien oui, puisque en fait tout le monde peut devenir entrepreneur. En tout cas, nous c'est ce qu'on croit chez Landestini, et on a tous à s'apporter les uns les autres. Donc effectivement, la boucle peut être bouclée. Emma, je vous remercie beaucoup de m'avoir aidé à présenter Caroline et de nous avoir rappelé quel était donc le chemin à suivre pour candidater pour cette 3e promotion à Landestini. J'espère que nous nous retrouverons bientôt dans les Chroniques Terriennes et sur Radio Pays d'Aurillac pour d'autres aventures avec d'autres entrepreneurs dans le Cantal. Merci à vous, et puis moi j'espère vous voir aussi en physique à nos barbecues tous les mercredis au lycée agricole au tiers-lieu Landestini. C'est promis. À bientôt. J'y viendrai. Super. Caroline Guinaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes une jeune créatrice d'entreprise.
dans un domaine bien particulier, c'est le conseil RSE. Est-ce que vous pourriez nous expliquer de quoi il s'agit ? Quel est cet acronyme barbare ? Alors, en effet, RSE, ça veut dire responsabilité sociétale des entreprises. Et traduit autrement, c'est le développement durable appliqué aux entreprises de manière volontaire. Donc, quand une entreprise décide d'intégrer plus les enjeux sociaux et environnementaux dans sa stratégie commerciale, économique, financière. C'est ce qui permet aux entreprises de devenir plus vertueuses. C'est ça, de devenir plus vertueuses, mais aussi plus durable, parce que c'est le sens du développement durable. C'est une entreprise qui est à la fois viable sur le plan économique, viable sur le plan social, c'est-à-dire que ses collaborateurs s'y sentent bien, ont envie d'y rester, ont envie d'y venir. Donc c'est aussi important pour recruter de nouveaux salariés. Et puis c'est aussi une entreprise qui va durer sur le plan environnemental, donc qui va faire attention à sa consommation de ressources et à son rejet de polluants éventuels. Donc ce qui lui permettra de mieux s'adapter aux contraintes qui ne vont pas d'arriver dans les années à venir, contraintes réglementaires. Pour les entreprises, il s'agit essentiellement d'apprendre à produire autrement et surtout de faire en sorte que leur empreinte pour la planète soit à minima, quoi qu'il en soit. Alors il y a cette dimension environnementale, oui, mais il y a aussi toute une dimension sociale pour travailler à ce que les collaborateurs de l'entreprise se sentent bien dans leur travail et aient envie de rester dans cette entreprise et que l'entreprise aussi puisse mieux recruter. Oui, donc il y a cette dimension sociale qui est importante au-delà de l'environnement. Ce qui est un vrai problème en ce moment, puisque toutes les entreprises, en tout cas, ont des problèmes de recrutement. Oui, dans le Cantal, c'est une grosse préoccupation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes qui arrivent sur le marché du travail recherchent en général un travail qui a du sens et donc sont assez attirés par des entreprises qui prennent des engagements forts au niveau de l'environnement et au niveau du social. C'est quelque chose que j'ai pu constater puisque je fais régulièrement des reportages sur les jeunes de l'IUT et j'ai constaté que la dimension environnementale faisait énormément partie de leurs préoccupations. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau finalement ça ? Je dirais que c'est grandissant. Moi, j'ai une quarantaine d'années et quand j'avais 20 ans, je commençais déjà à m'intéresser sérieusement au sujet. Mais c'est vrai que aujourd'hui, le changement climatique, c'est une réalité. On le constate tous les jours. Et je crois qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont à la fois, qui peuvent être très anxieux de ce qui va arriver dans les 30 années à venir, mais qui peuvent aussi avoir envie d'agir. Et donc, oui, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est incontournable. En fait, on se rend compte que notre planète, elle est limitée. Les ressources ne sont pas infinies, ni l'énergie, ni les métaux, ni le plastique. Ce n'est pas simplement que de l'éco-anxiété, il y a une réelle volonté d'agir des jeunes maintenant. Les jeunes cherchent à agir sur ces sujets-là, aussi bien à titre individuel qu'aujourd'hui au travers de leur métier, dans leur entreprise, dans leur organisation. Donc c'est important pour eux que l'entreprise dans laquelle ils s'engagent prenne aussi des engagements. Quel est votre parcours ? Comment en êtes-vous arrivé là, vous, à créer cette entreprise ? Alors moi, je suis ingénieur agronome, donc j'ai fait des études d'agronomie à Toulouse, après des études en biologie. Moi, je me suis toujours beaucoup intéressée aux sciences de la vie et de la terre et ça m'a amenée à l'agriculture un peu par hasard, j'avoue, parce que aucun membre de ma famille n'était agriculteur. Et donc, je me suis retrouvée, suite à mes études, à travailler pour les filières agricoles et agroalimentaires, d'abord la filière pommes de terre et ensuite la filière viande à Paris. Donc, je suis restée une vingtaine d'années en région parisienne, enfin à Paris même, à travailler pour ces structures-là sur les sujets environnement, puis sur les sujets plus largement RSE, donc développement durable. Ainsi, j'ai développé la démarche RSE de la filière viande dans son interprofession. Et chemin faisant, j'ai rencontré un éleveur de Salaire, et je suis arrivée à Mauriac il y a presque 2 ans maintenant, par ce biais-là. Voilà, par amour. Arrivé à Mauriac, donc c'était après le Covid, j'ai tenté l'aventure de lancer mon entreprise, sachant que j'avais encore des missions à Paris, donc avec mon réseau parisien que je pouvais faire à distance. Donc je peux travailler comme ça à distance, et ça c'est quand même depuis le Covid qu'on peut développer du télétravail. Je pense que ça aurait pas été jouable avant. Et en parallèle, je développe aussi mon activité sur le territoire cantalien pour aider les entreprises, les collectivités, les organisations
organisation. Et donc, je me suis inscrite dans 2 structures qui m'accompagnent. Donc, BGE. En fait, je fais partie de la coopérative d'activité et d'emploi BGE. Et j'ai suivi le parcours d'incubation de l'incubateur et du tiers-lieu Landestini. Alors, Que vous avez interviewé. voilà, tout à fait. Et j'allais y venir parce que c'est aussi un peu le fil rouge de cette émission de cette semaine. Pour vous, passer par un incubateur, c'était quelque chose d'indispensable ou c'était plutôt quelque chose de rassurant? Je pense que j'ai rencontré l'incubateur qu'il me fallait. Évidemment, quand on commence une entreprise, quand on démarre l'aventure entrepreneuriale, on se sent un peu seul. Donc c'est important de s'entourer. C'est pour ça aussi que je suis rentrée dans une coopérative d'activité et d'emploi. Mais c'est vrai qu'à Landestini, j'ai trouvé vraiment à la fois du contenu qui était complètement en phase avec ce que je voulais développer. Donc pour un territoire et une agriculture vivante et une alimentation durable. Donc ça correspond tout à fait à mes champs d'activité depuis 20 ans. Et puis j'ai aussi trouvé un état d'esprit qui me convenait parfaitement. En gros, c'est on travaille sérieusement sans se prendre au sérieux. Donc au sein de l'incubateur, on a pu travailler sur nos projets, mais aussi sur nous-mêmes. Et c'était vraiment une aventure à la fois entrepreneuriale et humaine formidable. En fait, les incubateurs, c'est aussi le moyen d'apprendre aussi à tisser des réseaux. Oui, tout à fait. Dans un incubateur, donc il y a cet aspect-là, tisser du réseau. Et c'est vrai que chez Landestini, il y a tout un réseau qui s'est construit par les fondateurs, Henri et Fanny, et puis par les animateurs, Emma et Sacha aujourd'hui, avec les structures, déjà l'emplacement du tiers-lieu au cœur du lycée agricole, des ateliers de transformation, puis tout un ensemble de liens avec les structures du département, la chambre d'agriculture par exemple, qui font que c'est tout à fait pertinent quand on veut travailler sur les sujets d'alimentation durable d'aller dans cette structure-là. Mmh. Et puis c'est pas que le réseau, hein, encore une fois, quand on monte un projet d'entrepreneuriat, on travaille aussi sur soi. Il faut arriver à développer des ressources internes nouvelles, des compétences nouvelles, des savoir-faire et des savoir-être nouveaux. Et l'incubateur Landestini nous accompagne là-dedans. Vraiment. Oui, parce que être salarié et gérer une entreprise, c'est pas du tout la même chose. Non, pas du tout, pas du tout. Et quand par exemple on a un profil comme moi d'ingénieur, on n'a pas l'habitude d'aller faire de la prospection commerciale par exemple. Et ça c'est important quand on monte son entreprise de travailler cette dimension-là, savoir vendre ses services, savoir en parler. Donc il y a des nouvelles compétences à développer. Et puis comme on est en promo, on s'aide aussi les uns les autres, on se soutient, on se sent moins seul dans l'aventure, quoi. Est-ce que finalement, c'est pas un peu le défaut des études d'ingénieurs qui sont un peu focalisées sur un thème et qui n'abordent pas assez d'autres termes qui pourraient être utiles pour l'avenir? Je vais pas critiquer les études d'ingénieur agronome parce que franchement, moi j'ai trouvé une très très large ouverture. D'ailleurs, c'est connu pour ça, hein. Les écoles d'agro, c'est connu pour avoir une ouverture à la fois vers les sciences dites dures, donc les maths, la physique. Mais comme on est très focalisé sur la bio et que pour comprendre le monde vivant, il faut avoir une vision systémique. On va aussi énormément vers les sciences humaines, vers la sociologie, l'économie, la géographie. Donc c'est quand même très très complet, mais ensuite c'est vrai que quand on démarre comme moi dans le salariat, il y a tout un pan de compétences qu'on n'a pas à utiliser, par exemple encore une fois la partie commerciale, donc c'est ça qu'il faut développer, donc je sais pas si ça vient des études ou plutôt de l'expérience en fait. Oui, peut-être plutôt finalement être mis à un poste et ne pas sortir de ses compétences. Oui, enfin je le vois pas forcément comme ça en fait. D'accord, oui, non. C'est juste que quand on devient entrepreneur, on est tout à la fois, enfin, donc on est à la fois commercial, on est à la fois comptable, on est aussi RH. Effectivement, il y a tout un tas de compétences à développer. Voilà, c'est ça. Et donc qu'on n'a pas à gérer quand on est salarié. Parlons un peu de votre entreprise. Vous avez des salariés ? Non. Et c'est un projet d'avenir ou pour l'instant ça n'est pas du tout nécessaire ? Non, c'est pas un projet. Pour l'instant, je développe. Je me considère prestataire, indépendante. Je sais pas comment l'appeler, mais je viens en fait. Mon entreprise, elle s'appelle Ressources Agro.
Et je me considère comme une ressource extérieure qui vient suppléer, qui vient aider les entreprises sur des sujets particuliers. Donc c'est le sujet du développement durable, c'est le sujet de la réflexion stratégique. Et donc je viens à un moment donné appuyer l'entreprise, être une ressource pour l'entreprise. Donc pour l'instant, oui, c'est pas dans mes projets du tout de développer une entreprise de conseil avec des salariés. Comment êtes-vous perçu par les chefs d'entreprise ? Est-ce que votre venue est attendue ou il y a quand même un peu de circonspection ? Bon, à vrai dire, j'ai pas encore complètement exploré le territoire. Je suis en cours, mais comme j'avais beaucoup de missions encore avec mon réseau parisien, j'ai été bien occupée l'an dernier. Je me suis aussi formée sur pas mal de choses, à la fois je me suis formée au bilan carbone. Je suis devenue animatrice de fresques, la fresque du climat notamment, on pourra en parler plus tard, qui est un outil de sensibilisation. Et je me forme aussi à la facilitation en intelligence collective. Donc, j'ai pas encore complètement exploré le territoire et rencontré tous les chefs d'entreprise. Je dirais que la RSE, pour l'instant, c'est pas forcément dans le top priorité des chefs d'entreprise ici, mais quand même, il y a cette sensibilité. Il y a la notion de marque employeur. Donc, les entreprises se rendent bien compte que pour attirer des salariés, il y a besoin de montrer
des engagements sur les sujets sociaux et environnementaux. Et il y a toute une dimension, à mon avis, qui peut intéresser les chefs d'entreprise aujourd'hui, c'est la dimension sensibilisation des collaborateurs. Et moi, je développe pas mal d'outils. Donc, je parlais de la fresque du climat, mais j'ai une boîte à outils de méthodes collaboratives, voire même ludiques, qui permettent de créer des ateliers, d'animer des séminaires ou des journées d'équipe autour de ces sujets-là, en collectif. Ça permet à la fois d'apprendre des choses, de réfléchir à son entreprise et de créer des liens. Donc ça, je pense que aujourd'hui, ça peut intéresser les entreprises du Cantal de développer ce type de journée. Surtout qu'un collectif qui se sent bien fait qu'une entreprise devient plus productive. Exactement. Les salariés se sentent plus impliqués et s'investissent plus dans la vie de l'entreprise. À l'époque actuelle où, pour les chefs d'entreprise, le recrutement est une réelle difficulté, est-ce qu'on pourrait leur conseiller finalement de faire appel à vous pour justement développer, une image, mais pas qu'une image, puisqu'il faut que ça se concrétise par des faits, pour attirer les compétences à eux? Je pense. Oui, je pense. Je crois que les entreprises, elles ont toutes des choses très intéressantes à valoriser, qu'elles font même sans s'en rendre compte. Donc, la première étape, c'est de faire le point sur tout ce qui se fait dans le domaine social et environnemental qui n'est pas suffisamment connu. Et puis ensuite, il y a le travail qui se fait sur les engagements. Tout ça, à la fois ce qui existe et ce qui va exister demain, c'est une voie de communication vers à la fois ses clients et ses futurs collaborateurs qui est très intéressante. Oui, parce que finalement, ça concerne aussi les clients. De plus en plus, on cherche, qu'on soit particulier ou chef d'entreprise, on cherche aussi à faire appel à des entreprises qui ont une image positive. Oui, et en plus, par exemple, les grandes boîtes de distribution, aujourd'hui, elles ont toutes des démarches RSE. C'est une obligation. Et dans leurs démarches RSE, elles se doivent de demander à leurs fournisseurs eux-mêmes qu'est-ce qu'ils mettent en place en termes de RSE. Donc, on voit apparaître fréquemment dans les questionnaires que les distributeurs envoient à leurs fournisseurs des items sur qu'est-ce que vous faites en matière d'environnement, qu'est-ce que vous mettez en place en matière de social, parce que eux-mêmes en ont besoin pour alimenter leur démarche RSE. Donc, aujourd'hui, il y a déjà des entreprises du Cantal qui reçoivent ce type de questions et qui sont parfois bien embêtées pour y répondre. Non pas parce qu'elles font rien, mais parce qu'elles n'ont pas formalisé ce qu'elles mettaient en place. Mmh. Dans le Cantal, on a vraiment des entreprises dans tous les domaines. On a de l'industrie, on a de l'entreprise agroalimentaire, on a des entreprises dans la microbiologie. En fait, ça recouvre des domaines réellement différents, divers et variés. Vous êtes focalisé plus sur un type d'entreprise ou vous pouvez intervenir dans tous les types d'entreprises? Alors moi, ce que je mets en avant avec mon nom d'entreprise, à commencer par ça, c'est mon expertise en agriculture et agroalimentaire, ressources agro, parce que je pense qu'il y a des entreprises qui peuvent avoir besoin de creuser ce sujet-là dans les filières agroalimentaires. Mais cela dit, on parlait tout à l'heure de séminaires d'équipe, de motivation, sensibilisation des salariés. Là, les outils que j'ai à ma disposition et que je propose sont applicables à toute entreprise. Là, récemment, par exemple, j'ai animé des fresques du climat pour une entreprise de BTP extérieure à la région qui venait faire son séminaire de direction à Lanobre. Et donc, ils avaient tout un programme avec des activités en plein air et une après-midi consacrée à la fresque du climat où, par petite équipe de 8, ils travaillaient ensemble avec mon animation à découvrir les liens de cause à effet du changement climatique et à réfléchir sur qu'est-ce qu'ils pouvaient faire au niveau individuel et au niveau de leur entreprise. Donc là, j'avais pas besoin de connaître le BTP pour animer ce type d'atelier, quoi. Tout à fait. Qu'est-ce que la fresque du climat? Parlons-en un petit peu. Alors c'est un outil qui aujourd'hui se développe pas mal. Il y a 1 million de personnes fresquées entre guillemets dans le monde, donc qui ont suivi cet atelier. C'est un atelier qui a été créé par un monsieur qui s'appelle Cédric Ringenbach, qui était, pour ceux qui le connaissent, associé à Jean-Marc Jancovici, qui est connu pour avoir inventé le bilan carbone. Bon, bref. Donc ce monsieur, il s'est rendu compte quand il intervenait dans les universités auprès des jeunes que les graphiques, les rapports du
GIEC était quand même très peu lu et très difficile à lire. Donc il a souhaité vulgariser les causes et conséquences du changement climatique. Et il a créé pour ça un jeu de cartes qui permet de justement d'établir ces liens et de mieux comprendre toute la mécanique du changement climatique et tout ce que ça a comme conséquence sur nos activités. Voilà, donc aujourd'hui c'est un atelier qui dure 3 heures. Il y a une partie justement avec ces cartes où le groupe de 8 personnes à peu près, réfléchit ensemble en intelligence collective à comment positionner ces cartes. Et après, il y a une deuxième partie de l'atelier qui vise à réfléchir à ce qu'on peut faire, comment on peut agir pour justement lutter contre ces émissions de gaz à effet de serre. Alors aujourd'hui, les entreprises le déploient de façon très large. Il y a des entreprises comme Radio France ou EDF qui ont comme objectif de diffuser cette fresque auprès de tous leurs salariés, par exemple. C'est vraiment un outil qui aujourd'hui qui sert beaucoup à la sensibilisation. Pareil aussi dans les lycées et les collèges. Donc voilà, ça c'est la fresque du climat et il y a beaucoup d'autres outils qui se sont développés un peu sur ce modèle. Donc moi j'anime aussi la fresque de l'économie circulaire, la fresque de l'eau et il y a une autre fresque qui s'appelle la fresque de la renaissance écologique où là on travaille vraiment sur un territoire, comment un territoire devient plus résilient. Donc ça par exemple c'est super intéressant pour un groupe d'élus dans une collectivité pour réfléchir à la planification écologique de leur territoire. Ce genre d'outils sont très utiles parce qu'effectivement, un rapport du GIEC, c'est relativement imbuvable si on n'a pas certaines compétences. Oui, et puis on n'a pas forcément besoin non plus de lire 400 pages pour comprendre les mécanismes principaux et l'urgence. Le monsieur qui a créé ce jeu-là, il s'est aussi rendu compte quand il allait voir les élus, quand il faisait du lobbying, en fait, du plaidoyer pour faire avancer la réglementation, pour être plus exigeant en matière de gaz à effet de serre, les élus lui disaient, bah oui, mais la population n'est pas prête pour ça, parce que la population n'est pas au courant. Et donc lui, il s'était dit, bah faut qu'on sensibilise le maximum de personnes à ce qu'est aujourd'hui la réalité du changement climatique et quels sont les risques en fait encourus. Le changement climatique, c'est quand même un thème récurrent. Je pense qu'il ne se passe pas une journée sans qu'on en entende parler dans les médias. Oui, tout à fait. Mais peut-être que cette information, elle est un peu parcellaire, parsemée, et que cet outil fresque du climat, ça permet un peu de recoller les pièces du puzzle, donc de se redonner une vision globale. Et surtout, c'est l'occasion, notamment dans une entreprise ou dans une classe, de faire réfléchir ensemble, débattre les participants sur ce sujet-là, et aussi leur donner envie d'agir collectivement. Parce que c'est ça aujourd'hui aussi le risque en fait, c'est que on entend beaucoup d'informations assez anxiogène et le risque c'est que ça décourage en fait individuellement on se dit c'est foutu. Oui, à partir du moment où on pense qu'il n'y a plus rien à faire, on se dit pourquoi le faire. Voilà, et à l'inverse quand on se met en collectif et qu'on se dit ensemble on peut agir et puis on peut même demain avoir une société, créer une société qui sera peut-être moins consommatrice mais au moins aussi heureuse, c'est plus réjouissant quoi. Oui, parce que souvent, l'écologie fait peur, dans le sens où les gens pensent qu'ils vont perdre en confort, qu'ils vont perdre en qualité de vie, et que ça va leur coûter plus cher. Parce que aussi, il y a ce côté-là, surtout à l'époque où on est. Oui, avec le prix des énergies. Oui, d'où l'intérêt justement d'en débattre en collectif. Et d'où l'intérêt peut-être d'en consommer moins aussi. D'en consommer moins d'énergie, par exemple. Ah oui, de consommer moins d'énergie, oui, tout à fait. Parce que ce que l'on ne consomme pas, on ne le paye pas. Tout à fait. Pour clôturer cette interview, est-ce que vous avez un message à faire passer ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur tout particulièrement ? Oui, ce que je pourrais dire, c'est que aujourd'hui, peut-être que la RSE, avec son acronyme un peu barbare, c'est encore vu comme une contrainte, comme une norme laborieuse. Moi, l'expérience que j'en ai dans la filière viande, là où on l'a mise en place notamment, mais et dans les autres entreprises que j'ai pu accompagner, c'est que c'est vraiment un moteur de structuration, un moteur d'implication des salariés, et que c'est un projet très réjouissant. C'est pas la norme grise et pénible qu'on peut imaginer. C'est plutôt un facteur d'engagement, de lien, une vision commune qui se construit. Et c'est pour ça qu'en fait, j'encourage vraiment les entreprises qui se posent des questions à tester, ne serait-ce que par un petit bout, un atelier de sensibilisation de leur comité de direction ou de leurs équipes pour voir ce que ça donne quand on pose ce type de sujet sur la table et qu'est-ce que ça donne en termes d'engagement, de vision d'entreprise. Et je pense qu'elles auront des bonnes surprises. En fait, faire un essai. Faire un essai, ouais. Pour une entreprise, ça a quel coût une prestation en RSE ? En moyenne,
Bah, c'est très difficile de vous dire ça comme ça parce que ça dépend beaucoup de la taille de l'entreprise et de jusqu'où on va. Un atelier de sensibilisation, ça peut être autour de 500 euros, 1000 euros, 500 euros à 1000 euros selon le nombre de personnes et la durée que ça, Oui, le temps que ça dure. Et ça, donc ça, c'est pour un atelier de sensibilisation. Mais ensuite, si on met en place un diagnostic, un plan d'action, et si on va jusqu'à l'audit, bah, c'est un travail qui peut durer plus longtemps, beaucoup plus longtemps. Donc, oui, et qui finalement va être chiffré en fonction de la taille de l'entreprise, du nombre d'employés et ainsi de suite. Faire appel à vous pour une sensibilisation, ça peut être quelque chose de relativement peu coûteux, en tout cas pour une première expérience. Oui. Et il y a une autre solution aussi qui est relativement peu coûteuse, on va dire, c'est de passer par la formation. Parce que donc moi je suis Calliope, je peux former avec les fonds de formation des entreprises, leurs collaborateurs, leurs responsables qualité, leurs responsables RH, pour mettre en place une démarche RSE. Donc ça, c'est aussi une façon de faire rentrer le sujet dans l'entreprise en formant les salariés. Oui, et en plus, ça apporte aux entreprises des aides, il me semble. Bah, elles peuvent utiliser pour ça leur fonds de formation. Caroline, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission. J'espère Merci, qu'on vous retrouvera prochainement dans les Chroniques Terriennes pour voir un peu où vous en êtes et puis savoir un peu ce qui se passe dans le Cantal au niveau du RSE en tout cas. Alors, si jamais ça vous intéresse, sachez aussi qu'on a à Mauriac une troupe d'improvisation, les Yalfeux aux planches, qui organise chaque année un festival d'impro. Et donc on en est à la 2e édition, on va continuer l'année prochaine, c'est tous les ans à Pâques. Et donc c'est de l'improvisation théâtrale. Et d'ailleurs je me sers beaucoup de l'impro que je pratique depuis longtemps dans mon métier, dans mes ateliers de sensibilisation. Et en tout cas c'est quelque chose qui se passe aussi dans le Nord Cantal et qui est nouveau. On en reparlera bien évidemment. Oui, finalement, vous faites beaucoup de jeux de rôle et beaucoup d'improvisation en atelier, je suppose. Oui, voilà, j'utilise des outils qui viennent de l'impro, de l'intelligence collective, avec l'objectif de rendre ces moments vivants, collaboratifs et voire même éventuellement joyeux. Et puis ça permet de mieux ressentir les choses en tout cas. De les jouer, ça permet de les ressentir. Oui. Caroline, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à l'émission et à très bientôt sur Radio Pays d'Aurillac. Merci à vous, bonne journée.
Le 30 mars dernier, au lycée agricole d'Aurillac, avait lieu l'inauguration de l'incubateur tiers-lieu Landestini, Cantal Auvergne. J'ai pu interviewer ses 2 cofondateurs, Henri Land et Fanny Agostini. Je leur ai demandé si, après 3 ans d'existence, ce projet ressemblait à ce qu'ils avaient envisagé. Oui, parce que le projet, il incarne un petit peu tous nos savoir-faire et nos volontés, nos valeurs. On a eu un bel accueil et on était force de proposition pour contribuer à l'économie rurale, l'entrepreneuriat dans le Cantal. On n'avait pas les locaux à proprement parler. On avait le Covid, on avait une ruralité profonde pour beaucoup de regards sur ce qu'on voulait faire, qui rendait la chose très difficile. Et pourtant, on a accompagné plus de 60 entrepreneurs, 2 promotions de 20 porteurs de projets dans notre incubation vraiment poussée. Et aujourd'hui, en plus, on a réussi à faire émerger le lieu. On est extrêmement heureux de marquer le coup 3 ans plus tard, mais ce n'est encore que le début. Ces 3 années vous ont-elles apporté de bons souvenirs ? Les bons souvenirs, ils sont multiples. Je crois que c'est déjà le pari de l'installation et du retour pour moi aux sources et à la ruralité. Et pour Henri, qui le disait tout à l'heure, une installation, mais qui pour moi, de mes yeux, a énormément de mérite, dans le sens où Henri a grandi aux États-Unis, est né à New York, a grandi à San Francisco, a poursuivi ses études sur Paris. C'était pas de la tarte que de prendre cette décision, et c'est lui qui a été moteur et locomotive. Je le dis avec un petit sourire en coin. J'ai jamais été ni dans l'incitation, ni dans le forcing sur un déménagement altiligérien et auvergnat. Et il se trouve que moi, ce qui me remplit de joie, c'est que je vois mon mari et mon partenaire comme un poisson dans l'eau, s'émerveiller d'être sur ce territoire et d'être, je dirais, en phase et en harmonie avec les acteurs du territoire. Et ça, c'est grand, c'est fort. Enfin, c'était un pari, en tout cas, qui, sur le papier, n'était pas gagné. Il semblerait que vous ayez su convaincre un certain nombre de personnes à revenir à la ruralité. Ouais, je vais pas être longue. Je dirais même que c'est une nécessité aujourd'hui. Quand on voit effectivement la surcharge et la surdensité des villes, on peut intuitivement deviner que le flux migratoire ne peut pas continuer à aller dans ce sens-là, et que le dépeuplement, la déprise agricole en particulier, a atteint ses limites. Et aujourd'hui, il faut redonner le goût, le sens de revenir à la terre et de revenir finalement à aussi des métiers qui font sens et qui permettent aussi, je dirais, d'aller dans le sens de la transition écologique. Et comme quand Bruno Faure disait que l'Auvergne est une terre d'innovation, je le crois aussi fortement. La ruralité est source d'innovation. L'innovation est protéiforme, elle peut être sociale, elle peut être aussi tournée bien sûr vers un développement en phase avec les enjeux de notre siècle. Et voilà, je crois que c'est le moment. L'enjeu immédiat n'est-il pas aussi le fait qu'à l'heure actuelle on importe 60% de nos denrées ? Mais on est dans une incohérence totale, c'est-à-dire qu'on est dans un état de vulnérabilité majeure. On a atteint une situation paroxysmique où effectivement on est obligé aujourd'hui de se poser les bonnes questions et de réfléchir, parce qu'effectivement demain, en cas de rupture des chaînes d'approvisionnement, on est à poil, on est complètement démunis. Donc effectivement, il faut réfléchir à toutes ces questions très vite. On est à la fois ravis mais déterminés de non seulement continuer à soutenir les porteurs de projets sur ce territoire et au sens large dans la ruralité, et de faire ce qu'on a fait ici dans le Cantal, quelque chose à déployer dans d'autres territoires, et de montrer que le Cantal a été précurseur, en tout cas avec ce que nous avons fait. Et on a besoin de multiplier les porteurs de projets, les soutenir, pour qu'on puisse être beaucoup plus performant, résilient, autonome, mais aussi heureux dans son rééquilibrage dans cette économie rurale entièrement. Ce qu'a dit M. Faure, ce que vient de redire Fanny, c'est la ruralité, c'est un territoire d'innovation. Et on a besoin de villes soulagées et de campagnes revitalisées. Une nouvelle promotion, un nouvel appel à projet. Pour combien d'entre eux ? L'appel à projet donc, est pour une promotion d'entrepreneurs sur l'incubateur Landestini Cantal Auvergne. Une dizaine de projets. Ça peut être jusqu'à une vingtaine d'entrepreneurs, s'il y a plusieurs entrepreneurs par projet, mais c'est ça la taille de la promotion. La diversité est toujours importante. On a toujours une belle diversité de profils, d'âge, d'expertise, de mission. Il n'y a aucune recette préconisée et unique dans la promotion des entrepreneurs. En revanche, s'il y a quelque chose que nous souhaitons sur laquelle insister, c'est l'élevage a une place dans le système alimentaire agricole demain, la polyculture élevage, et
c'est pas facile de soutenir l'élevage aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de pertes de nuances dans le débat sur l'élevage et nous souhaitons être utiles pour des personnes qui souhaitent élever des animaux en extensif avec des belles valeurs et nous envoyons un message très positif aux personnes qui ont ressenti que le débat a été défavorable en faveur de la nuance autour de l'élevage. Et évidemment, il faut réduire notre consommation de viande, mais surtout de viande industrielle, surtout de viande importée. Et nous souhaitons être utiles pour la transition écologique de l'élevage, mais surtout aussi la maintenir et la revaloriser pour ce qu'elle est dans ce pays, une identité très forte dans son terroir. Vive les prairies naturelles du Cantal. C'est notre sincère conviction et nous on élève des animaux et on voit qu'il y a une interaction entre l'animal et le végétal qui y a un bel équilibre à maintenir et surtout pas de tomber dans la caricature et dans le sacrifice de toute une génération de savoir-faire et d'ancienneté et coupler ça avec la modernité d'aujourd'hui. On peut vivre de manière très heureuse en élevant des animaux, en faisant un peu de production végétale et il faut que nous nous reconcentrions tous sur ça. Et en relocalisant, comme vous disiez monsieur, un certain nombre de productions. Oui, mais en plus la polyculture élevage, ça permet aussi, avec les déjections animales, d'enrichir la terre, mais ça permet aussi de donner à manger à ces animaux avec ce que l'on produit. C'est ça, c'est une chaîne fermée. Je suis complètement d'accord avec ça. J'ai rien d'autre à rajouter, vous l'avez bien expliqué. Bruno Faure, bonjour. Bonjour. Vous êtes présent à l'inauguration de Landestini. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi ? C'est-à-dire que Landestini, j'allais dire, c'est une longue histoire, pas si longue que ça, somme toute. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années, lorsque j'ai souhaité travailler sur un plan de développement pour le Cantal, le projet Cantal 2030, une des choses, je m'étais dit, il faut qu'on soit innovant. Il faut qu'on soit innovant parce que sinon, le risque, c'est d'être dans la continuité. Dans l'innovation, qu'est-ce que l'on peut faire ? Et donc, on réfléchissait, et puis à l'occasion, j'allais dire, de ces rencontres fortuites, des fois, c'est intéressant de pouvoir discuter avec des gens, une rencontre avec Henri et Fanny, où ils m'ont parlé effectivement de cette idée d'incubateur. D'incubateur, ce n'était pas trop défini. Je me disais des incubateurs, il y en a dans toute la France. Pourquoi un fonctionnerait plus dans le Cantal, plus qu'ailleurs, effectivement. Et puis tout en allant dans la discussion, ils ont évoqué l'agriculture durable, l'alimentation durable, enfin ces notions-là, puis des notions que l'on connaît dans le département parce qu'on a une agriculture qui est respectueuse de l'environnement, des animaux, puisqu'on a un pays d'élevage, donc une alimentation saine, etc. Et je me suis dit, effectivement, il y a certainement quelque chose à faire, même si moi, en tant qu'élu, j'avais quand même un peu du mal à me dire un incubateur, comment ça va marcher, etc. On imagine des startups un peu géo-trouve-tout. Je me disais, voilà, il faut... qu'est-ce que l'on fait, etc. Et puis, au fil des discussions avec eux, j'ai dit, allez, il y a quelque chose à faire, et pour changer l'image du Cantal, certainement que ça peut contribuer à le faire voir que nous sommes un département innovant, un département où on est orienté, j'allais dire, sur l'avenir, et c'est important, et on a tapé dans la main, et donc on l'a fait effectivement dans le Cantal, à Aurillac, et de surcroît au lycée agricole, donc c'est encore mieux. Quelles ont été les aides du conseil départemental ? Aide du conseil départemental, ça a été de créer le réseau, d'enthousiasmer, de tenir, d'aider, d'accompagner, et surtout de mobiliser, de convaincre avec eux l'ensemble des partenaires, notamment au niveau de la région, notamment au niveau des financements du FEDER par exemple, et le conseil départemental a contribué sur une aide, financière, matérielle pour l'aménagement du site. Mais je crois que plus que financier, ça a été de se taper dans la main et de dire allez, on amène ce dossier au bout, on y va sur l'incubateur Landestini dans le Cantal. Amener des compétences, donc ? Alors c'est important, c'est amener des jeunes effectivement qui ont des compétences, qui ont des idées, qui sont tournés sur l'avenir avec des problèmes parfois sociétaux, enfin une approche sociétale que nous n'avons peut-être pas. Et puis aussi c'est vrai que sa localisation au niveau du lycée agricole me paraissait à la fois importante parce que c'est vrai que des startups, si elles doivent être en lien avec les entreprises locales pour travailler sur leurs besoins, sur leurs inquiétudes ou autres, c'est vrai que je crois que ce contact, cette localisation au niveau du lycée agricole était très opportune. Parce que proche de l'IUT aussi. Et proche de l'IUT, mais c'est vrai que ces lycéens, ces étudiants, c'est l'avenir, j'allais dire, du Cantal. Et donc leur permettre de pouvoir échanger avec des jeunes qui ont des projets professionnels, des projets, ça me semblait tout à fait essentiel parce que ça permet des fois d'aborder des dossiers avec une vision différente de celle que l'on aurait pu avoir. Donc la localisation, à mon avis, est essentielle. Et je crois que c'est ce mixte et puis cette capacité à pouvoir se rencontrer et échanger qui est important.
importante. Alors à cette inauguration, il y a beaucoup de monde. C'est quand même la preuve d'une réussite déjà en soi. Ouais, c'est une réussite en soi, d'autant plus qu'on a eu quelques promotions qui sont déjà sorties de start-up avec des résultats bien sûr qui sont très variés, mais avec un certain nombre, et je veux dire plutôt un nombre important de réussites, de produits qui ont été lancés, commercialisés ou de démarches. Et je crois que tout ça, c'est le succès. Ça fait voir aussi que lorsqu'on parle start-up, c'est vrai que traditionnellement, on se dit, voilà, ce sont des géo-trouve-tout, personnes qui travaillent sur des concepts qui parfois seraient peut-être pas compris ou mal compris, alors que là, on est sur du concret et on a des projets qui ont été menés à terme. Et je crois qu'aujourd'hui, effectivement, l'intérêt, ça fait une communauté qui fait sens, qui permet d'échanger et puis qui permet de faire rayonner le Cantal. Puisqu'à l'origine, c'était aussi un moyen pour moi de dire comment peut-on faire connaître le Cantal, comment peut-on améliorer sa notoriété, comment peut-on travailler son image. Et je crois qu'aujourd'hui, après 2 promotions qui sont sorties, la 3e est entrée, je pense qu'on a atteint les objectifs, même s'il faut bien évidemment les développer, les amplifier. Je vous remercie beaucoup. Merci. Florent, bonjour et bienvenue sur l'antenne de Radio Pays d'Aurillac et dans notre émission des Chroniques terriennes. Donc c'est du programme de juin dont nous allons parler ensemble, le programme de l'Hostal del Tel. Eh bien, bonjour Eric. Oui, en effet, au mois de juin, à l'Hostal del Tel, on aura un nouvel événement qui s'appelle la Festa de l'Ascension. Autrement dit, la fête de la Saint-Jean. C'est la première fois qu'elle se fera à l'Hostal del Tel. Et donc voilà, l'idée c'est d'inscrire ça dans la tradition des fêtes de la Saint-Jean qui se faisaient et qui se font encore dans de nombreux endroits et notamment dans de nombreux villages en Occitanie. Et avec l'emblématique feu de la Saint-Jean qui viendra ponctuer la soirée, mais voilà, qui sera le moment traditionnel. Et sur le reste de la soirée, on aura de la musique avec notamment un duo de musiciens composé de Olivier Perrat et Jean-Marc Delaunay. Donc voilà, ils animeront un concert et un bal parce que voilà, qui dit Saint-Jean dit bal, dit fête, dit danse, dit chant. Donc voilà, il y aura ce bal, ce moment festif et un moment plus posé au moment du concert parce que cette fête de l'Ascension, ça sera aussi l'occasion d'inaugurer le totem. Oui. Le totem occitan qu'on a commencé à sculpter il y a plusieurs mois déjà. Oui, nous avions déjà évoqué le sujet dans les Chroniques terriennes et sur Radio Pays d'Aurillac. Ouais. Donc le projet est quasiment fini là maintenant. Ouais, il est quasiment fini. Alors quand je dis qu'on a commencé à sculpter, c'est pas nous, staff del Tel, qui l'avons sculpté. On a donné cette mission à Joël Thépeau. Joël Thépeau, qui est un artiste sculpteur qui nous vient de Corrèze, qui depuis le mois de février est venu sur plusieurs moments de l'Hostal del Tel pour justement sculpter un tronc de mélèze de près de 15 mètres de long, avec des figures autour de l'occitan, de la culture occitane, de la culture du Cantal. Il s'est fait aider pour ça dans son travail par des lycéens du lycée des métiers du bois de Murat, par exemple, par des écoliers du bassin d'Aurillac. Voilà, il y a pas mal de petites mains qui sont venues l'aider. Et voilà, il y a déjà les Belbecquois qui sont déjà au courant du projet parce que il y a pas mal de monde qui vient le visiter, ce totem. Alors pour l'instant, il est encore couché, mais voilà, d'ici la fête de l'Ascension, il sera quillé et on pourra l'inaugurer comme il se doit. Alors on va rappeler la date pour ceux qui ne sauraient pas quand est la Saint-Jean. Donc c'est le 24 juin. On commencera à ouvrir les portes, à accueillir le public vers 20h. Il y aura de quoi manger, de quoi se restaurer, de quoi boire un coup. Le tout en musique. Et puis voilà, l'inauguration du totem avec Joël qui nous présentera les différentes figures, qui nous fera une visite de son totem. Puis de la musique, le bal et le feu de la Saint-Jean, voilà, jusqu'au milieu de la nuit. Une belle soirée en perspective, en tout cas. Ouais, que ça annonce plot. Oui. Alors, d'autres événements en juin à l'Hostal del Tel ? En juin, ça sera
le gros événement, la Festa de l'Ascension. Ensuite, on aura, je commence à vous en parler, mais ça sera fin juillet, on aura la Nuit del Tel qui se profile. La Nuit del Tel, c'est l'événement musique actuelle qu'on propose à Lustau del Tel. Ça va faire la 3e édition qu'on fait en général en partenariat avec la ville d'Aurillac, avec Love Me Tender aussi. Cette année, ce que je peux vous dire de l'avancement de la programmation, c'est qu'on aura Bram, un groupe de rock psychédélique occitan, qui sera en tête d'affiche. Et ensuite, on aura DJ Soufi Aubrac qui clôturera la soirée sur la terrasse de Lustau del Tel. Mais voilà, on vous en dira plus un peu plus tard. C'est un peu dans l'esprit du festival des musiques actuelles de Vic-sur-Serre. C'est dans l'idée de donner à écouter des concerts de musique actuelle, de montrer ce qui se fait en termes de création musicale autour de la culture occitane, avec de la langue occitane. Là, pour le coup, Bram, le groupe qui sera là à la Nuit del Tel, ils utilisent des instruments traditionnels, de la vielle roue notamment. Ils reprennent des chansons occitanes, mais qui pétassent à la sauce actuelle, exactement comme le font des groupes qui seront ce week-end à Demo Pacha Demo à Vic-sur-Serre. Ouais. C'est aussi le moyen de faire comprendre aux gens que l'occitan est une langue vivante, une langue actuelle, et que ça n'est pas simplement qu'autour d'une bourrée auvergnate que l'on parle occitan. Non, pas. Voilà, c'est ça. C'est aussi avant tout faire la fête, s'amuser, et puis voilà, ça participe à déconstruire les clichés. L'an dernier, par exemple, pour la Nuit del Tel, on avait un artiste beatboxer qui avait réussi à nous faire danser de la bourrée rien qu'avec ses bruits de bouche. Et voilà, c'est la culture occitane qui se réinvente et qui est ancrée dans son temps et qui nous permet de faire la fête. Culture occitane en perpétuelle évolution. Rendez-vous est pris en juin pour le feu, ça sera le feu de la Saint-Jean. Ouais. Oui. Et donc cette fête où on pourra se restaurer, écouter de la musique et danser. Il n'y a pas besoin de réserver, c'est ouvert à tout le monde ? Alors le repas sera tenu par la Calandrette, l'association de la Calandrette, et du coup vous pouvez aller réserver d'ores et déjà sur Hello Asso, Calandrette d'Elvergnat, fête de la Saint-Jean. Voilà, il y aura moyen de réserver pour le repas. Après, pour participer à la fête, au concert, il n'y a pas besoin de réservation. Ce sera une participation libre. Ouais, c'est vrai qu'on n'avait pas dit. Participation libre, mais pas de réservation, à part pour le repas. Alors le repas, on a une idée du prix ? De mémoire, c'est une dizaine d'euros avec salade, des salades composées, des grillades, un dessert, le café. Voilà, il y aura des tarifs pour les enfants. Abordable en tout cas. Voilà. Oui, voilà. Ouais. Oui, c'est dans l'idée une fête populaire. Ouais. Florent, je te remercie beaucoup de nous avoir fait part de tous ces événements à venir sur Radio Pays d'Aurillac. Bien sûr, on se retrouve régulièrement pour parler du programme de l'Hostal del Tel avec un grand plaisir. Eh bien, merci Plo à tu et à Québec. À bientôt. Les chroniques terriennes, c'est fini pour aujourd'hui. Je remercie tout particulièrement ceux qui ont participé, ainsi que ceux qui ont pris le temps de nous écouter. Au revoir à toutes, au revoir à tous, et à la semaine prochaine.
Muhammad